bonsoir, mais quel accueil enthousiasme. Bienvenue, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense bonheur de vous accueillir, toujours aussi nombreux. Hein. Alors on s'excuse, on a quelques minutes de retard, mais c'est la rançon du succès. Donc, toujours aussi nombreux à l'occasion de cette nouvelle séance, l'avant-dernière de notre 6e édition de notre ciné-club Univers Convergent, qui nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré, dont je suis ravie d'accueillir la directrice, Sylvie Benzoni. Bienvenue Sylvie. Le Ciné-Club Univers Convergent est programmé, concocté, organisé par Quentin Lazarotto, réalisateur et responsable audiovisuel de l'IHP. Alors Quentin, heureuse de t'avoir avec nous. À nouveau, Quentin a voyagé avec son film, d'abord à Londres, ensuite à New York le mois dernier. Donc voilà, te voilà de retour à la maison. Welcome back. Bon, alors Sylvie, c'est toujours un bonheur de t'accueillir, tu le sais. Alors là, on va parler de mathématiques. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, ce soir, après la séance court-métrage et le débat enflammé, notamment sur le cours Alternative Maths, nous avons ce soir un long métrage qui va nous donner l'occasion d'évoquer ce que c'est que faire des mathématiques, les apprendre, les enseigner. Donc c'est vraiment au cœur des thématiques de l'IHP. Et donc je suis très heureuse de vous voir ici ce soir. Alors je vais en profiter pour faire un petit peu d'appel à votre générosité. Je ne sais pas si vous êtes tous et toutes au courant des projets de développement de l'IHP, dans un nouveau bâtiment où il y aura un espace muséographique. Et dans cet espace, une salle sera réservée à une expérience immersive sur les mathématiques qui s'appelle Holomat, sur une idée originale de Cédric Villani. Et donc actuellement, le premier scénario, disons la première expérience est en cours de développement, et une campagne de financement participatif a été lancée récemment. Elle s'appelle De l'autre côté du miroir. Donc si vous voyez à la sortie ces petits flyers, ça concerne cette campagne de financement. Et donc je vous invite, si vous êtes intéressé et motivé à contribuer à ce développement, à récupérer le flyer et puis à aller visiter le site. Voilà. Après cette petite publicité, je vais passer la parole à nouveau à Quentin. Isabelle. J'ai cru que tu allais annoncer que le ciné-club devenait en réalité virtuelle. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. Pardon, réalité augmentée. Pardon. Comment ça va se passer? Alors, bon, je te laisse présenter la séance avant que je parle de Gus Van Sant. Très bien. Très bien. Alors déjà, merci, ravi d'être revenu. Merci d'être venus aussi nombreux à notre séance. Alors cette séance, quand je l'ai programmée, je me suis dit pourquoi on n'a jamais passé Will Hunting avant. C'était quand même une évidence par rapport à un ciné-club l'Institut de mathématiques. Et puis de toute façon, j'avais aussi 2 intervenants absolument magnifiques. Donc je savais que je pouvais les inviter et ils ont accepté, donc je suis très, très content. Donc à l'issue de ce film, on aura une discussion avec Anne Sietti. Anne, est-ce que tu es dans la salle et Elle est pas partie, mais elle va revenir. Ok. Elle est où? Ok. Bon, il y avait peut-être une urgence psychologique à gérer. Donc en tout cas, Anne Sietti, elle est psychopédagogue en mathématiques. Donc tout à l'heure, elle m'a dit que c'est un peu un job qu'elle s'est inventé elle-même. Donc elle travaille, elle a un cabinet de psychopédagogie où elle travaille avec les gens qui ont des difficultés avec les mathématiques. Voilà, donc elle reçoit beaucoup de monde et elle pourra donc du coup nous parler justement de la vision qu'elle a du film et comment elle interprète le rapport qu'a le héros interprété par Matt Damon avec les mathématiques. Je signale qu'elle est auteure d'un livre qui a peur des mathématiques, édité en 2012, et puis elle a aussi participé à un excellent film que vous avez peut-être vu, ou sinon je vous encourage vraiment à le voir, qui a été diffusé ici sur cet écran, oui. Comment j'ai détesté les mathématiques, par Olivier Payon en 2012, je pense aussi 2013.
Et donc excellent film qui a fait une très bonne sortie documentaire au cinéma, qui traite notamment justement de ce rapport qu'ont les élèves avec les mathématiques. Oui, et qui a effectivement eu un beau succès en salle, ce qui n'était pas gagné. Un documentaire sur les mathématiques, comme quoi la question intéresse énormément. Et puis notre deuxième intervenant, Thierry, est-ce que vous pouvez vous lever? Thierry Dias, on peut l'applaudir, merci. Merci Thierry. Thierry est donc professeur en didactique des mathématiques et chercheur dans le domaine des difficultés d'apprentissage en mathématiques. Donc on est un peu encore dans le même domaine. Il est professeur à la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Et on en profite d'ailleurs pour remercier Thierry aussi pour... Il participe beaucoup au projet de l'Institut Poincaré, de près ou de loin, et donc on l'en remercie. Et il a publié un livre, « Nous sommes tous des mathématiciens ». Nous sommes tous des mathématiciens, donc il nous expliquera peut-être en quoi nous sommes tous des mathématiciens. Et je signale qu'il a un Facebook et une chaîne YouTube qu'il anime justement et que vous pouvez aller voir et vous pouvez suivre toute son activité. Voilà pour la présentation des intervenants. Donc à l'issue du film, nous aurons une discussion d'à peu près une petite heure avec un échange avec le public à la fin. Et on pourra se retrouver pour ceux qui l'ont souhaité autour d'un verre au Grand Bar après la discussion. Isabelle. Bon, alors, on va voir un film de Gus Van Sant. Alors, Gus Van Sant, c'est quelqu'un qui occupe une place à part dans le paysage du cinéma américain. Il est né en 1952. Il a commencé, c'était en 85 avec Malanoche, film militant homosexuel tourné en noir et blanc en 16 mm. Donc entrée fracassante. Après, il enchaîne sur... C'est déjà bien qu'il enchaîne, parce que c'était pas évident de continuer à tourner. Et d'ailleurs, Malanoche, juste pour la petite histoire, a été remonté, remasterisé et représenté à Cannes récemment. Il enchaîne en 89 avec Drugstore Cowboy et en 92 avec un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, My Own Private Idaho, qui raconte l'histoire de deux prostituées homosexuelles et qui là, commence à le faire rentrer dans la cour des grands. Il connaît un échec avec Even Call Girls Get the Blues et après arrive à Hollywood et produit par la Columbia pour Prêt à tout, excellente satire qui vaut à Nicole Kidman un Golden Globe. Et ensuite, Will Hunting, que nous allons voir. Je passe quelques films et j'arrive à la partie très expérimentale, très radicale de son œuvre. C'est pour ça que c'est très étonnant. Il commence dans un univers vraiment très marginal, radical. Il réalise des œuvres académiques dont Will Hunting est vraiment l'essence même. Et après, il retourne vers un cinéma plus expérimental. Il fait un remake de Psychose, un remake plan par plan de Psychose. C'est quand même assez étonnant, de Psychose d'Hitchcock. Ensuite, Jerry. Et là, c'est totalement hypnotique. Et Elephant. Alors, Elephant, vous en avez certainement entendu parler. Palme d'Or, plus il y a une double plus prix de la mise en scène à Cannes en 2003. Et là, c'est son immense film et c'est très poétique, c'est absolument superbe. Il enchaîne en 2005 avec Last Day, qui sont donc les derniers jours de Kurt Cobain. Et ensuite, il reviendra à quelque chose de très académique avec Harvey Milk. Alors Harvey Milk, je regarde l'année de Harvey Milk, c'était dans les années 2008, hein, c'est ça, 2008. 2008. Alors Harvey Milk, c'est un biopic du fameux leader homosexuel qui a été le premier à faire passer une loi. Et là, il se sert d'images d'archives. Donc là, il se confronte vraiment à la réalité, ce qui n'était pas le cas dans ses premiers films, où il pouvait, comme par exemple dans Elephant, il partait évidemment du massacre de Columbine, mais le traitait de façon totalement personnelle. Et ensuite, il a réalisé récemment
Promised Land en 2013. Et là, il retrouve Matt Damon et c'est une histoire de gaz de schiste. Et là, il colle vraiment, là, il dénonce. C'est un film, d'ailleurs, qu'on aurait pu diffuser dans le cadre d'une séance destinée à l'écologie. Donc, Will Hunting, c'est son film le plus conventionnel. C'est un film de comédien. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que ce film a reçu 2 Oscars. L'Oscar du scénario et l'Oscar du meilleur second rôle pour Robin Williams. Et imaginez-vous que le scénario est écrit par Matt Damon et Ben Affleck. Deux scénaristes en herbe, quasiment deux comédiens en herbe aussi. En fait, ils sont partis du constat que les studios ne leur offraient pas les rôles qu'ils voulaient, donc ils se sont écrit leur propre rôle. Et donc, ça a marché. C'est vraiment un film de comédien. La caméra de Gus Van Sant est une caméra... La mise en scène est brillantissime. Elle est brillantissime car on ne la voit pas. Et il met généreusement en avant, donc évidemment, Matt Damon et Ben Affleck, évidemment, Robin Williams, truculent comme à son habitude, donc Oscar, je rappelle. On remarquera d'ailleurs Casey Affleck, le petit frère de Ben, dans un petit rôle. Et évidemment, c'est une histoire d'homme. On voit que derrière l'histoire d'un génie, d'un surdoué des mathématiques, se cache évidemment un destin particulier. Et ce destin va rencontrer le destin d'un professeur, et ces hommes que apparemment tout sépare finalement ont quelque chose de très proche. Là, il s'attache à une période de la vie qu'il adore, Gus Van Sant. C'est la fin de l'adolescence, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est quelque chose qu'il a exploré dans de très nombreux films, et il sait saisir ce moment absolument vraiment unique où le personnage bascule. Eh bien, voici notre intervenante. Bienvenue Anne. Et donc, c'est au-delà du traitement du génie et des mathématiques, on verra comment ce génie peut se développer dans le cadre d'un parcours extrêmement particulier. Et effectivement, Quentin, je pense que ce film est la base, c'est vraiment la rampe de lancement à un débat de fond sur la place des mathématiques dans l'éducation et dans notre société. Voilà. Eh bien, écoutez, merci excellente Isabelle. Projection. Merci Isabelle. Avant de lancer le film, juste un remerciement à nos partenaires, hein, comme de coutume. Donc, Science et Avenir, le magazine, qui est notre partenaire presse. Oui. La Sorbonne Université. Nous sommes ravis d'accueillir Philippe Pajot, mais oui. Sorbonne Université et le CNRS, bien sûr, le Labex Carmin, l'Institut Henri Poincaré, le Grand Action, le fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré. Et puis l'intendance suivra, Bruno, qui va nous régaler au grand bar après le débat. Et puis bien sûr, merci à vous d'être là pour nos séances. Et bien, bonne projection. Excellente projection. Je peux te poser une question? Est-ce que tu as une mémoire photographique ou pas? J'en sais rien, je sais juste que je me rappelle. Voilà Will Hunting. Dans la banlieue sud de Boston, il est déjà une légende. Coups et blessures. Mutilation, vol, résistance et toujours un non-lieu. Mais quand on frappe un policier, c'est la prison. J'ai parlé au juge et il est d'accord pour te relâcher. Ah oui? À condition de me voir moi et un psychothérapeute une fois par semaine. Ce garçon est un génie sans égal. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse communiquer avec lui. Comme moi. Pour la première fois de sa vie, c'est comme une partie de poker avec ce gosse. Dès qu'il perçoit la moindre vulnérabilité chez quelqu'un, il l'exploite. Will Hunting va rencontrer un adversaire à sa taille. Vous avez pas ça? Ouais, j'ai pas ça. Très intéressant. Peut-être que vous êtes en pleine tempête, vous savez, que les vagues viennent s'écraser sur votre petit bateau. Et peut-être que vous faites ce qu'il faut pour vous en tirer. Peut-être que vous devenez psychothérapeute. Tu es tombé juste. Peut-être que vous vous êtes trompé de femme. Peut-être que tu devrais fermer ta gueule. Personne ne peut te comprendre, hein, Will? Tu es un génie. Mais je n'ai rien à apprendre de toi que je ne puisse pas lire dans un livre. Sauf si tu veux me parler de toi. Mais tu as trop peur de ce que tu pourrais dire. T'es assis sur un billet de loterie gagnant. Tu as quelque chose qu'aucun de nous ne possède. Non, ça va, toujours le même baratin. Je me le dois à moi-même. Tu te le dois pas à toi-même. Tu me le dois à moi. Parce que je donnerais tout pour avoir ce que tu as. Et tous les copains aussi.
Elle est parfaite pour l'instant, je veux pas gâcher ça. Peut-être que toi, t'es parfait pour l'instant et que tu ne veux pas gâcher ça. C'est une bonne façon de vivre toute ta vie sans jamais avoir à vraiment connaître quelqu'un. Je t'aime, Will. Vous avez déjà envisagé de vous remarier? Ma femme est morte. D'où le mot remarier. Ma femme est morte. Eh ben voilà une super philosophie, Sean. Ça va vous permettre de vivre tout le reste de votre vie sans jamais avoir à vraiment connaître quelqu'un. Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård et Minnie Driver. Will Hunting, un film de Gus Van Sant. Alors, pour les réintroduire une deuxième fois, nous avons donc Anne Sietti, qu'on peut applaudir encore, s'il vous plaît. Donc Anne Sietti est psychopédagogue en mathématiques. Elle pourra nous expliquer un peu mieux en quoi ça consiste tout à l'heure. Et Thierry Dias, on peut applaudir aussi, qui nous vient de la Haute École pédagogique du canton de Vaud et qui est professeur en didactique des mathématiques et chercheur dans le domaine des difficultés d'apprentissage en mathématiques. Donc on est en plein dans le sujet. Et donc traditionnellement, je vais vous demander si vous pouvez nous donner d'abord une petite appréciation du film, comme ça général. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Et qu'est-ce que ça vous a rappelé par rapport à vos métiers respectifs? Anne? Mon métier, il est très proche de ce que... Enfin, j'aimerais bien faire ce que fait, comment il s'appelle, Robin Williams. Robin Williams. C'est vrai que c'est très émouvant, ce jeune homme qui se protège de son histoire, de son passé, de ses douleurs, en se réfugiant dans les livres et en mettant toute son énergie dans le travail mathématique. Alors mon travail, c'est de recevoir des jeunes qui se protègent aussi de leur vie. Alors, en général, c'est parce qu'ils ne sont pas bons en maths qu'ils viennent me voir. Mais le principe est le même, c'est toute une énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour rater les maths aussi. Hein. Voilà. C'est l'occasion de se rencontrer, comme pour Will Hunting, ses qualités mathématiques lui permettent finalement le sortent complètement de la vie. Il a ses qualités qui lui permettent de se faire repérer. Par ailleurs, il est violent. Hein, il se montre en réalité dans son mal-être et ça permet qu'on l'aide. Voilà. Super. Thierry, un mot par rapport au film? Alors moi, je suis plutôt spécialiste de l'autre bout du spectre en termes d'apprentissage des mathématiques. Je m'occupe plutôt de ceux et celles qui ont beaucoup de mal à les apprendre. Et puis j'essaye modestement de former les futures enseignantes et enseignants qui vont devoir s'occuper de temps en temps, à la croisée de leur chemin, d'élèves qui sont comme ça en grande difficulté d'apprentissage. Mais le cas du jeune qui est montré dans le film est reconnu aujourd'hui comme une situation particulièrement de handicap aussi, aujourd'hui. Dans pas mal de pays, on considère que ce type que les Américains appellent gifted children, ou qu'on appelle plus communément en Europe des hauts potentiels dans un domaine spécifique, sont aussi des enfants, voire des jeunes, voire des adultes qui sont en grande difficulté d'apprentissage. Il faut savoir qu'une grande partie des hauts potentiels ne réussissent pas à l'école, ne trouvent pas leur place à l'école aujourd'hui. Tant et si bien qu'on est obligé de les regrouper à certains endroits, presque dans des établissements spécialisés. Donc c'est des individus qui sont assez souvent en souffrance, et je crois que le film le montre assez bien. Après, on pourra en parler avec vos questions, mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie relativement caricaturale, notamment par rapport à cette idée de génie des maths, sur lequel on pourra revenir, mais là, pour le coup, il y a pas mal de caricatures dans le film. Mais ça reste intéressant de discuter parce que c'est un espèce de rapport aux mathématiques qui est montré dans ce film, qui est assez vieux et qui déjà commençait à pointer du doigt cette problématique-là qu'on travaille beaucoup aujourd'hui, comme l'a dit la directrice du cinéma tout à l'heure dans son introduction.
Bien, merci pour ces commentaires. Je me dois quand même de pointer qu'on vous prépare quand même un bon programme dans ce ciné-club, puisque les deux références qui sont citées, donc d'un côté Freud, Jung, bon, qui sont des grandes références par rapport à la psychanalyse, et puis surtout le mathématicien Ramanujan, qui est cité comme un exemple voilà, du génie qui arrive sans avoir jamais appris de mathématiques. On vous a proposé l'année dernière, séance de février, un film sur Ramanujan, et séance de mai, un film sur Freud et Jung. Donc on est quand même assez raccord. Justement, ce bon génie des maths, un petit peu, je suis arrivé à l'Institut, moi, depuis 6 ans, et j'en entends parler quasiment depuis le premier jour dans chaque conférence de vulgarisation. Ne peut-on être bon qu'en maths que si on est un génie, que si, dès 5 ans, on est capable de résoudre des équations incroyables. Et évidemment, la plupart des mathématiciens s'inscrivent en faux par rapport à cette idée. Qu'est-ce que cette idée-là vous évoque à vous deux ? Moi, j'y connais rien au génie mathématique, mais ce que je crois, c'est que chacun peut trouver quelque chose dans les maths, mais pas forcément ce qu'on croit. Notamment, je pense à une jeune fille récemment qui est venue me trouver avec sa mère. Enfin, sa mère l'a traînée à mon cabinet. Et on a fait un petit peu de maths ensemble. Ça se passait très bien. Elle comprenait tout. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on se revoie. Et elle m'a dit « Ah non, non ». Elle dit « Ah bon ?» Oui, parce que si je deviens bonne en maths, si j'ai des bonnes notes, ma mère va m'obliger à faire S. Et il n'en est pas question. Et donc je lui ai proposé, c'était vraiment à l'américaine, je lui ai dit « Ok, on va passer un contrat avec votre mère. Je n'accepte de vous recevoir que si elle accepte de vous laisser choisir votre orientation en première. » Donc elle était très contente, on a fait ça, la mère était un peu surprise et a dit à sa fille « D'accord, tu choisiras, j'essaierai sans doute de te convaincre, mais c'est toi qui auras le dernier mot. » Et on a travaillé ensemble 1 an, un peu plus, mais je crois que c'était dans cette séance-là que tout s'est noué, c'est-à-dire que ce qu'elle a trouvé dans cette rencontre autour des maths, c'est la possibilité de se positionner face à sa mère et de pouvoir lui dire non, enfin pas d'être contre elle, mais de prendre son indépendance, de se montrer comme un individu face à sa mère. Et c'est grâce aux maths qu'elle a fait ça. Donc voilà, ça peut être une façon de réussir en maths. Il y en a beaucoup. Voilà, j'avais envie de dire ça. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que on peut revenir sur ce qu'on appelle un génie, mais ça n'existe pas qu'en mathématiques. C'est vrai qu'on parle plus souvent, d'ailleurs, les exemples célèbres sont souvent mathématiciens. On parlait de Ramanujan, par exemple. Mais le génie, si ça existe, ça n'existe pas qu'en mathématiques. Alors peut-être qu'il y a des disciplines où on le repère moins, peut-être, en tout cas chez les individus qui en sont un peu porteurs. La question du génie, c'est un petit peu délicat à traiter en termes d'apprentissage. C'est un peu l'idée que c'est des individus, des enfants, des adolescents, des adultes, qui savent sans apprendre. C'est un peu ça la grande question. Est-ce que c'est possible, comme on le voit à l'écran dans Will Hunting, est-ce que c'est possible de savoir sans avoir appris ? On le voit à plusieurs reprises dans le film. On voit juste au début du film, il y a une image assez rapide où on voit qu'il a des livres autour de lui. Donc on imagine que c'est un bon lecteur. Mais est-ce que c'est ça, apprendre en mathématiques ? On peut se poser la question. D'autant qu'il y a un moment où il propose une résolution de problème que le prof reconnaît comme un théorème célèbre, dont lui ne connaîtrait pas le nom de cette personne-là, de ce mathématicien. Donc tout est laissé, on laisse croire le spectateur que le génie c'est ça, c'est quelqu'un qui sait sans apprendre. Alors ça existe probablement sur des petites portions du savoir, ça. C'est extrêmement rare, par contre, qu'il y ait des individus qui soient des génies, selon cette définition, dans toutes les matières. On sait, par exemple, qu'il y a un certain trouble du spectre autistique qui s'appelle les autistes de type Asperger, qui ne savent pas tout sur tout, mais qui ont une autre manière d'apprendre qui, effectivement, les rend beaucoup plus efficaces et peut leur permettre de donner le change en termes de savoir emmagasiné. Alors, je trouve que le film là-dessus est un petit peu problématique pour moi, parce qu'on laisse croire qu'il y a cette possibilité de savoir sans apprendre. Or,
bon, je vous ai dit tout à l'heure que je m'occupais plutôt des élèves et des futurs profs qui s'occupent des élèves en difficulté, mais on travaille aussi avec un échantillon d'élèves qui sont à l'autre bout du spectre, qui sont a priori des génies en mathématiques. Je peux vous garantir que ce sont des élèves qui travaillent beaucoup, plus vite que les autres, avec des performances cognitives plus importantes, mais qui travaillent beaucoup. Et que la magie, entre guillemets, c'est pour ça que les Américains parlent de gifted children, comme si c'était un don qui leur venait d'ailleurs. Hein. Ça, c'est un petit peu, on va dire, un peu plus gênant dans le film, parce que ça laisse croire qu'il y a un génie, que des génies comme ça existent un peu à la naissance, hein, le truc inné qu'on saurait qui vient du ciel. Il y a un autre passage dans le film où il compare ça à Mozart et Beethoven. Mozart et Beethoven, ils n'ont pas regardé un piano puis ils savaient en jouer. Hein. Alors c'est pareil pour les maths. Même Ramanujan, dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Son génie venait de sa créativité, parce qu'il a pensé qu'on pouvait formaliser les mathématiques autrement. Il pensait ça tellement fort et bien qu'il n'avait pas d'interlocuteur pour le comprendre à ce moment-là. Et il y en a eu beaucoup plus tard. Mais en soi, c'est quand même des gens qui, même quand on a un espèce de don comme ça, c'est plus... En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est plus ce qu'on appelle des postures, des attitudes, voire des styles cognitifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui se comportent par rapport à la connaissance, à apprendre, de manière très différente d'un cerveau ordinaire. Donc ces styles cognitifs, là, on le voit chez Will Hunting. C'est plutôt une posture où on le voit à un moment, et on n'insiste pas beaucoup dans le film, mais on voit cette partie créative, hein, les plus grands mathématiciens, physiciens, biologistes, ce sont des gens qui sont très créatifs, qui vont essayer de résoudre les problèmes en passant par d'autres chemins que ceux qui ont été empruntés par leurs prédécesseurs. Et on le voit un tout petit peu dans le film, mais pas suffisamment. Le seul moment où on voit ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand il y a les calques là. Hey, look. I wrote it down. It's simpler this way. Sometimes people get lucky. Hein, on le voit grâce à des calques montrer qu'il a pensé un truc très différent en termes de résolution. Alors bon, je ne sais pas si ça répond à la question sur les génies. Je voudrais ajouter quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la question, mais tu parlais des livres. Effectivement, on voit que Will Hunting est plongé dans les bouquins, qu'il lit très 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 vite. De comprendre que c'est pas dans les livres que ça se passe. You've never been out of Boston? Nope. So if I asked you about art, you'd probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo. You know a lot about him. Life's work, political aspirations, him and the Pope, sexual orientation, the whole works, right? I bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You're a tough kid. I ask you about war, you'd probably throw Shakespeare at me, right? Once more into the breach, dear friends. But you've never been near one. Et le thérapeute, les premiers thérapeutes sont des gens qu'on sent diplômés et qui ratent complètement. Et ce qui va se passer avec le vrai thérapeute, c'est qu'il va y avoir une rencontre de personne à personne. D'ailleurs, ils ont pris soin de bien montrer le côté bedonnant. Enfin, il est vraiment bien incarné. Et je trouve qu'il y a, dans l'approche des mathématiques, il y a vraiment cet aspect-là aussi, soit complètement théorique, soit très incarné. Il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre les mathématiques. Alors moi, je travaille avec les blocages et je vois ça d'assez près. Et par exemple, quand vous travaillez sur les fractions, si vous dessinez un camembert, c'est pas du tout la même chose que de le faire en pâte à modeler.
Et ça induira pas du tout le même rapport aux maths et pas du tout la même sensation. C'est-à-dire que être bon en maths, de mon point de vue, c'est pas une fin en soi. Ce qui est intéressant quand on enseigne les maths aux enfants, c'est que ça soit une des voies qu'on leur offre de se rencontrer eux-mêmes, de découvrir leurs talents, leurs intérêts, etc. Les maths en soi, on s'en fiche complètement, enfin de mon point de vue en tout cas. Mais par contre, si à travers les maths, un enfant ou un adulte, d'ailleurs je reçois beaucoup d'adultes, s'aperçoit qu'il peut comprendre certaines choses, ou simplement, par exemple, je reçois actuellement quelqu'un, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, sa demande il y a un bon moment, c'était sur la base 10. Elle m'a dit, je voudrais comprendre pourquoi 10 c'est 1. C'est-à-dire en gros, pourquoi on forme un tout de ce 10. Et cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses 10 doigts. Voilà. Et à travers cette entrée dans la base 10, il y a eu tout un questionnement sur son corps, quel a été le rapport à cette mobilité qu'elle a perdue quand elle était petite fille, tout ce qui s'est joué à ce moment-là et qui entravait sa vie bien au-delà des mathématiques. Alors, pour cette personne, entrer dans la base 10, l'intérêt, c'est, bon, bah, très bien, la base 10, elle en a besoin pour son métier, formidable, elle la possède, je m'en réjouis, mais elle a trouvé quelque chose de beaucoup plus important que juste une connaissance mathématique là-dedans. Elle a rencontré son corps autrement. Et pour les thérapeutes, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que on est quand même à une époque où il y a des tas de thérapies différentes et plus c'est rapide et mieux c'est, et voilà, on apprend ça en 2 temps 3 mouvements et c'est réglé. Et je trouve que ce film, bon, il le montre à l'américaine, d'accord, mais c'est vraiment, c'est l'apologie de la rencontre, de la présence d'une personne à une autre. Et d'ailleurs, le prof de maths, à sa façon, il est présent aussi. Il veut tirer Will Hunting vers ses maths, mais il existe, il vient le chercher, il lui court après. Voilà, c'est vraiment moi, je trouve que c'est un livre, pas un livre justement, voilà, un film sur la rencontre et l'intérêt des maths présentés là, c'est comment ça va permettre à ce jeune de faire des rencontres, dont une rencontre paternelle. À 2 reprises, le thérapeute va lui dire « my son ». Voilà, il a trouvé un père. Voilà, et pour lui, c'est peut-être à ça que ça lui sert, les maths, rencontrer un père. Allez-y, bien sûr. Rajouter un truc sur le génie, parce que c'était la question. En fait, le film, d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, il provient vraiment d'un bout d'histoire vraie, qui n'est pas celle de Ramanujan, qui est celle de George Dantzig, qui est un mathématicien aussi assez célèbre, à qui il est arrivé une mésaventure, une mésaventure. Il était en thèse dans je ne sais plus quelle université américaine. Il est russe, mais il est marié à une américaine. Enfin bref, ça c'est un détail. Et il est en thèse avec un prof, et puis il avait un cours qui avait lieu toutes les semaines. Et puis une fois, il est arrivé très en retard à ce cours. Ça c'est ce qu'il raconte. Donc on pense que c'est la réalité. Et quand il est arrivé à ce cours en retard, il n'y avait plus personne dans la salle, mais restait au tableau 2 problèmes que son prof avait posés. Et le prof faisait ça toutes les semaines en devoir, c'est-à-dire qu'il donnait des problèmes en devoir à ses étudiants pour la semaine d'après. Et donc George Dantzig, quand il est arrivé dans la salle de cours, il a vu ces 2 problèmes et il a pensé que c'était les problèmes pour la semaine d'après. Et en fait, ce jour-là, ça avait été un cours un peu exceptionnel et le prof avait collé 2 problèmes très très ouverts, très très difficiles à résoudre, un peu comme le fait le Lambeau là, dans le film. Et donc, il a pensé, George Dantzig, que c'était les devoirs pour la semaine d'après. Donc, il a trouvé quand même les problèmes difficiles. Donc, il y a passé beaucoup, beaucoup de temps, mais il est quand même arrivé à les résoudre. Et donc, la semaine d'après, il est arrivé avec les 2 problèmes résolus. Et là, son prof lui a dit, mais en fait, ce n'était pas du tout des devoirs, c'était des problèmes extrêmement ouverts. Du coup, 15 jours plus tard, il pouvait publier ces deux résultats. Et c'est pour dire que
c'était pas un génie, en l'occurrence, Danzig, parce que c'était déjà un bon mathématicien. Et il explique que ce qui lui a donné cette capacité à résoudre ces problèmes très difficiles, c'était le contexte. C'est-à-dire que pour lui, il ne pensait pas que c'était des problèmes très relevés, mais que c'était des devoirs, quoi. Et du coup, il les a effectués sans pression par rapport à l'idée qu'ils devaient résoudre un problème très difficile. Donc, ça casse un peu le mythe, du génie. Mais on peut se dire, on le sait avec les... Je pense que Anne pourrait en parler mieux que moi. Nous, on le sait avec les élèves que pour leur redonner cet appétit de faire des mathématiques, pour certains qui ne l'ont pas, on sait que des fois, une des clés, c'est justement de proposer des choses sans annoncer leurs difficultés, quoi. Sans dire, alors là, maintenant, vous allez résoudre un problème très difficile. Et du coup, en cachant un peu des fois cette difficulté, ça génère des postures par rapport à la résolution qui vont être un peu différentes. Peut-être un peu, alors, du coup, génial, quoi. Mais génial dans le sens inattendu. Pas génial dans le sens, j'ai la lumière divine qui me tombe dessus. Alors la question suivante, Anne et Thierry, mais Anne, j'ai cité tout à l'heure que vous aviez fait partie d'un film qui s'appelait « Comment j'ai détesté les mathématiques ». Vous avez fait ce livre « Qui a peur des mathématiques ». Bien sûr, a priori, ça ne viendrait pas à l'idée de faire un livre « Qui a peur de la géographie » ou « Qui a peur ». Alors, pourquoi les mathématiques? Qu'est-ce qui seraient les éléments qui font que cette discipline a autant d'effets sur les élèves comme ça? Alors d'abord, qui a peur de la géographie? Ben moi, pour commencer. on peut avoir un blocage dans n'importe quel champ. Les mathématiques, moi ce que je crois, mais bon, ça n'est qu'une idée personnelle, c'est que c'est abstrait, c'est-à-dire que ça a été tiré d'un substrat. On compte en base 10 pour y revenir parce qu'on a 10 doigts, mais ensuite on va parler de 10 tout court. Mais 10 quoi? Et là, je crois que l'esprit humain ou l'âme humaine, pour composer avec l'abstraction, doit la remplir de quelque chose de personnel. On remplit les maths avec ce qu'on est. Quand on nous parle de l'inconnu, quand on nous parle des racines, quand on nous parle de diviser, du négatif, ça nous raconte quelque chose. Parce que ça ne veut rien dire une inconnue. X, c'est rien X. Mais l'inconnu en nous, c'est quelque chose. Nos racines, la racine d'un nombre, ça existe quasiment pas. Mais nous, on a des racines. Et quand je dis le mot racine, et c'est pas inintéressant que la racine de X s'appelle racine, puisque au fond, la racine de 9, c'est se demander d'où vient ce 9, qui on a pris, qui est-ce qu'on a mis au carré pour obtenir 9. C'est vraiment un retour dans le temps, comme pour nous quand on évoque nos propres racines. Hein, et les maths sont pleines avec ces mots vraiment tout à fait extraordinaires, les ensembles qui se coupent, rien que ce terme d'être ensemble. Moi, je me rappelle aussi que j'étais très intriguée par les injections, quelque chose quand même. Voilà. Ben ouais, mais les matrices, les corps, voilà. Mais c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, parce que c'est pas des mots qui nous empêchent de faire des maths, c'est des mots qui nous permettent de les nourrir de ce qu'on est. Et notre intelligence, comme tu dis bien, c'est pas le génie, c'est la créativité. Et on crée à partir de ce qu'on est. Et plus on est profond en soi, et mieux on peut créer. Voilà. Mais je crois que les mathématiques, si elles se remplissent de nous, elles se remplissent aussi. On les remplit de ce qui nous fait problème. Enfin, je compte plus les enfants qui viennent me trouver en me disant bah, écoutez, moi j'ai été abandonnée, mais ça y est, c'est fait, j'en ai parlé, c'est plus un problème. Je ne veux pas en parler, je veux parler de maths. Bon, ok, parlons de maths. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne comprends pas les racines. Et voilà, donc on parle de racines. Hein, mais c'est le blocage, je crois, c'est quand on rencontre quelque chose de soi tellement fort. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, parce que finalement, c'est une chose d'être bloqué en maths. C'est-à-dire, il vaut 1000 fois mieux, quand on a une souffrance, la mettre dans les maths
que la mettre dans, je ne sais pas quoi, moi, une impossibilité de manger. Ça, c'est... Voilà, on se met en danger par une anorexie. On ne se met pas du tout en danger en étant nul en maths. Tout ce qu'on risque, c'est un jour d'avoir une bonne note par inadvertance. Mais voilà, c'est le pire. Hein. Mais aller mal, ça suppose des symptômes. Moi, je trouve que finalement, le symptôme mathématique est assez économique. Hein. Et c'est un symptôme très judicieux. Moi, j'ai appris mon métier avec un jeune qui voulait absolument que je lui explique la valeur absolue. Il était en seconde, la valeur absolue, donc c'est le nombre pris en positif sans son signe. On s'en fiche complètement en seconde, alors encore plus maintenant qu'avant, mais même la valeur absolue. Alors, pendant un an, on a travaillé, de temps en temps on parlait de la valeur absolue, il comprenait plus. Moi, je croyais donner des petits cours de maths à l'époque, alors j'essayais de lui expliquer. Et puis, lui, il me parlait beaucoup de nourriture. Il me parlait de ce qu'avait mangé son père aux États-Unis. Il y avait une chanson à l'époque qui était très en vogue qui disait « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». Ça le passionnait. Bon, et puis la valeur absolue. Un jour, enfin, j'ai mis longtemps, mais j'étais jeune, je lui demande « Mais et pour vous, c'est quoi la valeur absolue ?» Donc, il dessine les 2 barres de la valeur absolue. Et donc, la valeur absolue, c'est le nombre sans son signe moins. Et donc, il dessine il appelle ça des enzymes gloutons, enfin des Pac-Man, qui allaient dévorer le moins du nombre. Et en fait, c'était ça qui était terrifiant pour lui, c'était ce nombre qui allait se faire dévorer son moins. Alors, qu'est-ce que c'était que ce moins? C'est toute une histoire. Mais, et longtemps après, j'ai entendu la valeur absolue, L', la valeur absolue, le truc qui bouffe le moins. Voilà. J'ai mis longtemps, hein. Je n'ai pas capté tout de suite. Mais il se trouve, sur le moment, j'ai juste compris qu'il avait peur que quelque chose soit mangé par quelque chose, quoi. C'était tout ce que j'avais compris à l'époque. Sauf que ce que j'ai pu repérer, c'est qu'après, il s'est mis à entrer dans les maths et que c'était plus un problème. Voilà. Alors, ça m'a beaucoup intriguée. C'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger sur ce que c'était les maths pour les élèves et pourquoi des élèves si doués, si intelligents, si brillants, devant leur feuille de maths, ils n'y arrivaient plus. Et qu'est-ce que ça pouvait raconter d'eux? Voilà. Et les maths, je trouve que c'est un très 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 bon substrat pour parler de soi. Voilà, en gros. Alors, la question, c'était pourquoi les maths? Moi, j'ai 2 réponses. Il y a une réponse un peu épistémologique sur la nature des objets mathématiques, puis il y a une réponse plus simple et puis sociétale, à savoir que ça reste, dans beaucoup de pays, une discipline qui sert à faire de la sélection à l'école, et du coup porte un enjeu de réussite scolaire, de passage dans les voies royales. Et c'est une des raisons pour lesquelles les maths font peur à l'école, parce que les élèves qui ne réussissent pas comprennent très très tôt dans leur cheminement scolaire que ça va être très préjudiciable à la conduite de leurs études. Donc on peut comprendre pourquoi c'est pas vraiment les maths qui font peur pour le coup là, mais c'est le fait de ne pas réussir en maths qui fait très peur. Ça dépend des pays dans lesquels on fait ses études, hein, mais moi, vous avez entendu, donc je travaille en Suisse, même si j'ai fait toutes mes études en France et ça fait qu'une dizaine d'années que je suis en Suisse. Mais par exemple, en Suisse, il y a un système scolaire qui sélectionne qui oriente, voilà, j'ai dit sélection, qui oriente les élèves assez tôt. Et du coup, ça met une pression dès l'école primaire sur les résultats scolaires, notamment en mathématiques, parce qu'on sait que c'est déterminant pour réussir à l'école. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là qui explique un peu pourquoi les maths sont souvent assimilés à des phénomènes d'anxiété, de peur. Puis bon, il y a leur nature, on a parlé d'abstraction tout à l'heure, même si il y a un mathématicien qui dit que le concret, c'est de l'abstrait rendu familier par l'usage. Donc on peut discuter de la question de qu'est-ce qui est abstrait, qu'est-ce qui est concret, mais de fait, les objets mathématiques sont des objets que, pour en parler, on est obligé de les représenter, donc les faire exister par des systèmes de représentation sémiotique. Donc
mais l'objet lui-même reste quelque chose de très abstrait. Hein. L'idée du triangle, c'est une idée. À partir du moment où j'en fais une représentation, j'en produis un exemplaire possible, mais je m'éloigne de l'idée pure du triangle. C'était la dualité platonicienne entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est réel. Et donc là, on voit par exemple que Will Hunting, vraisemblablement, il se réfugie là-dedans, parce que ce qui l'intéresse dans c'est les objets mathématiques, c'est leur vérité, leur véracité, leur réalité ne l'intéresse pas tant que ça. Je pense que c'est un refuge aussi. On voit beaucoup ça dans ces fameux élèves dont je parlais tout à l'heure, qui réussissent brillamment en mathématiques. Le formalisme mathématique, c'est un refuge pour eux aussi. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel ils se complaisent, ils se retrouvent parce que, entre guillemets, il est sécure, quoi, parce qu'il y a des règles, il y a un lexique, il y a une syntaxe, et du coup, il y a des jeux possibles dans un monde qui n'est pas celui de la vie ordinaire, donc qui n'a pas les surprises de la vie ordinaire. Donc peut-être que ce côté cet ancrage épistémologique des objets mathématiques peut effectivement conditionner cette idée de peur ou d'anxiété par rapport à cet abstrait pour certains, et au contraire, ça peut être un refuge pour d'autres, l'abstraction. C'est vrai que les maths, outils de sélection, c'est vraiment problématique. Enfin, ça ajoute énormément d'angoisse. Mais Victor Hugo et Flaubert étaient bloqués en maths à une époque où c'était pas du tout un outil de sélection. Donc il y a aussi disons que ça en rajoute vraiment une louche, mais il n'y a pas que ça. Et il y a autre chose à propos du concret, de l'abstrait, que je voudrais ajouter. Je ne sais pas si c'est le moment, mais je ne peux pas ne pas le dire. C'est le problème de l'enseignement des maths avec l'informatique. Et le fait que maintenant, les élèves ne savent plus. Là, on voit des tableaux, des craies, des éponges. Et en fait, ça a une importance incroyable. Il en est question aussi dans Comment j'ai détesté les maths, le fait que les maths, ça se fait avec un vrai tableau noir, une vraie craie. Les élèves, maintenant, ne tracent plus les courbes eux-mêmes, ils ne savent plus les tracer. Ils ne savent pas prendre un crayon. C'est comment ça... Des logiciels qui le font, c'est ça ? C'est ça, mais du coup, ils ne comprennent pas du tout. Enfin, ils n'ont jamais tracé une courbe point par point. Et du coup, comme ils l'ont pas, ils ne le possèdent pas physiquement, ils n'en ont pas l'usage, comme tu disais, et ben, abstraitement, ça ne prend pas sens. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'élèves qui comprennent ce que c'est qu'une courbe par rapport à la fonction, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée. Impossible. Parce que, enfin, de mon point de vue, ils ne sont pas passés par le crayon, ils n'ont pas tracé, ils n'ont pas fait leurs points, ils n'ont pas tiré leurs traits, aussi imprécis et approximatifs qu'ils soient. Et du coup, ça n'a pas pu s'abstraire. C'est-à-dire que abstraire, il ne faut quand même pas oublier l'étymologie, abtraere. On tire une idée, mais d'un contenu. Et si le contenu n'est pas posé, comme la base 10 dans les 10 doigts, la courbe d'une fonction dans la courbe tracée sur le papier, ça n'a aucune chance d'exister en tant qu'idée. Sauf à aller très mal et à avoir besoin de ça, effectivement. Mais... Merci Anne. Oui, je précise, mes questions ne sont pas contractuelles, hein, n'hésitez pas à ouvrir. D'autant plus quand ça me fait une transition gratuite vers ma question suivante. Donc c'est parfait. En fait, j'ai feuilleté rapidement un rapport, donc le rapport Torossian-Villani, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a donc passé quelques mois à étudier un peu l'état de l'éducation et de la pédagogie en mathématiques. Alors ça démarre avec avec des phrases assez dures sur un état catastrophique de la profession. Bon, je sais, mais ce n'est pas ce point-là. Le rapport donnait 21 mesures pour essayer d'améliorer la situation, et j'ai noté la numéro 5, et je voulais avoir votre avis sur cette mesure. Alors, point numéro 5, il dit « Les étapes d'apprentissage ». Il est nommé, les étapes d'apprentissage, et il est commenté « Dès le plus jeune âge, mettre en œuvre un apprentissage des mathématiques fondé sur 1. La manipulation et l'expérimentation, 2. La verbalisation, et 3. L'abstraction. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Trop beau. Et il n'y a pas d'écran là-dedans. Mais c'est vrai, mais je le vois, quand les jeunes arrivent avec ils ne comprennent pas les fractions. Si on fait une tarte en pâte à modeler et qu'on la découpe,
avec des ciseaux, et qu'elle sent la pâte à modeler et qu'on s'en met plein les doigts, ils sortent, ils ont compris ce que c'est qu'une fraction. Même si elle était nulle, leur tarte, que ça ressemblait pas du tout à des cinquièmes, aucune importance, bien sûr. Les maths viennent du corps. On compte en base 10 parce qu'on a 10 doigts. Et la base, c'est qui? C'était les Sumériens qui comptaient, ou en Amérique latine, en base 12 et en base 60. Non, ça doit être plutôt en Amérique latine. Tu sais mieux que moi. On dit que c'était les mains aussi, la base 12 et la base 60. Ça, tu connais le... je ne sais pas si ça vous a... La base 12, vous prenez votre pouce pour compter vos phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la base 60, c'est vous prenez l'autre main, 12 une fois, 2, 3, 4, 5, et on arrive à 60. Et vous utilisez encore la base 12 et la base 60 pour compter les heures, par exemple. C'est-à-dire que si vous pouvez vous situer dans le temps, c'est grâce. Ensuite, il faut voir comment la manipulation aura lieu, parce que c'est pas du tout dans la culture des maths actuelles. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je suis 100% pour. Alors, comme je suis co-signataire des 21 mesures, forcément, je suis assez satisfait, notamment de la 5, mais pas que de la 5. Oui, les stades... alors, ce qu'on sait, globalement, c'est que en mathématiques, on dit la mise en acte précède la mise en mots. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connaissances mathématiques que vous avez, que vous pouvez prouver par vos actes, vous pouvez nous montrer, pas prouver, nous montrer par vos actes, sans pour autant savoir les mettre en mots. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de connaissances mathématiques, notamment on le voit avec les jeunes élèves, qui sont capables de mettre en œuvre dans leurs actes et pour lesquels ils n'ont pas de connaissances en mots, ni sur les règles, ni sur les signes. C'est-à-dire, par exemple, si vous regardez de très jeunes enfants qui jouent au jeu de loi, vous voyez le truc sur une piste numérique, pour jouer au jeu de loi, il y a tout un appareillage de connaissances mathématiques qui permettent de le faire. D'aller de case en case, de respecter le nombre de cases par rapport, de faire une correspondance terme à terme entre le nombre de cases et ce qui est marqué sur le dé. Ces choses-là, des élèves qui jouent au jeu de loi ne sont pas capables de les mettre en mots. Ils ne peuvent pas dire que s'ils sont sur la case 2 puis qu'ils ont jeté un dé qui fait 5, ils ne peuvent pas dire que 2 plus 5, ça fait 7. Pourtant, en acte, ils peuvent le montrer. Donc on sait que ce passage-là de la mise en acte, et alors ça a été beaucoup mis en avant par des pédagogues qui reviennent à la mode, comme Montessori par exemple, qui avait inventé tout un matériau didactique qui consistait essentiellement à mettre les enfants dans des situations d'action pour construire des connaissances mathématiques. Mais on sait que cette étape-là, si on en reste à cette étape-là, ce n'est pas suffisant. Et que l'étape d'après, c'est effectivement d'être capable de mettre en mots ce qu'on a mis en acte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on a fait. Et donc, c'est ça la deuxième fameuse étape, qui est très langagière. Alors, pour le coup, là, pour des élèves en situation de handicap qui ont soit des troubles spécifiques du langage, soit des incapacités totales à parler, on sait que ça va être une étape qui va être cruciale parce qu'il va falloir la compenser par d'autres moyens de mise en mots. Et puis effectivement, la dernière, entre guillemets, l'étape la plus évoluée, c'est celle qu'on a appelée dans la mesure 5 la phase d'abstraction. Alors, la phase d'abstraction, c'est justement de se dégager des choses, des gestes et des contextes. Par exemple, si on joue à la marchande avec de très jeunes élèves et puis on demande à un enfant d'aller chercher une pomme et puis 4 oranges, on lui fait remarquer que ça fait 5 fruits, et puis 2 bananes et 3 poires, ça fait aussi 5 fruits. Donc ça, on est dans la mise en acte, voire dans la mise en mots si on en parle. Puis après, passer à l'abstraction, c'est être capable d'écrire que 5, c'est 2 plus 3 ou 1 plus 4. Et là, on fait un saut conceptuel qui permet effectivement de passer par la formalisation et d'aller vers l'abstraction. C'est des choses qui ont été pas mal travaillées
du côté nord-américain, mais aussi en Europe. Et ce modèle, il a quand même relativement fait ses preuves, même s'il est vrai que si on a beaucoup insisté dans le rapport, et puis alors du coup j'en remets une couche, dans le rapport, c'est parce qu'on a remarqué que dans les classes, la question des mathématiques de type expérimental n'était pas vraiment quelque chose qui était utilisé par les enseignants. On saute très très vite cette étape-là pour aller vers d'autres. Et puis pas que dans les petites classes, hein, c'est pour ça qu'il y a une des mesures qui s'appelle la création de laboratoires de mathématiques. Ces laboratoires de mathématiques sont plutôt initiés au niveau du lycée, hein, en ce moment en France. C'est justement aussi pour réaffirmer la place de l'expérience en mathématiques. Et les manipulations, elles peuvent être de pensée. Hein. On peut avoir des expériences de pensée. Hein. Ça ne veut pas juste dire bricoler des cubes, quoi, hein, comme on a vu à la télé. Merci. Si je peux me permettre, les programmes permettent de moins en moins les manipulations. Enfin, moi, ce que je constate sur les années, c'est que de plus en plus de formules sont données sans être expliquées, de plus en plus de techniques, de recettes de cuisine. Là, je pense au programme de terminale scientifique, mais c'est vrai à tous les niveaux. Mais à mon époque, on travaillait les combinaisons, après avoir appris les arrangements, les permutations, comme des résultats de manipulation. C'est-à-dire, en gros, je ne sais pas où vous en êtes en maths, mais l'idée, c'est vous avez 5 parfums de glace, vous composez une coupe avec 3 parfums différents, combien de coupes pouvez-vous faire ? Moi, c'est un magnifique problème de dénombrement. Et à l'époque où j'étais élève, eh ben, on pouvait trouver ça tout seul. Parce qu'on avait appris d'abord comment faire les glaces en cornet, c'est-à-dire qu'il y a le parfum numéro 1, 2 et 3. Puis ensuite, on changeait l'ordre des parfums et on construisait notre formule. Et effectivement, on n'était pas obligé, il n'y avait pas nos 5 parfums de glace en classe, mais on se représentait le truc, et on pouvait trouver. Alors que maintenant, les combinaisons ne s'appellent même plus, elles n'ont plus de nom. On ne parle plus de combinaison de 3 parmi 5 pour mon histoire de glace, c'est les 3 parmi 5. Alors maintenant, quand même, il y a un petit effort, ça s'appelle de nouveau, c'est les coefficients binomiaux, voilà. Non, mais j'ai une élève qui a demandé à son prof, parce que ça se tape sur la machine, hein, on tape 3, on tape 5, on obtient le résultat. Et j'ai une élève qui a demandé à son prof, mais il y a une formule pour calculer ce truc, est-ce qu'on peut avoir la formule ? Ben non. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Voilà. Écoutez, il me reste une dernière question avant de passer aux questions de la salle. Alors, c'est Henri Poincaré qui a nommé notre institut de mathématiques, qui disait, je crois dans la science et l'hypothèse, cette fameuse phrase qu'on met un peu à toutes les sauces, vous la voyez venir, on sait qu'une équation est juste quand elle est belle. Alors vous qui débloquez les problèmes en maths ou qui essayez d'expliquer un peu aux professeurs de maths comment aider des élèves, est-ce que vous pensez que cette approche par la créativité, c'est un peu ce que vous dites aussi, mais aussi la beauté, c'est une bonne approche ou c'est juste un peu de publicité de la part de Poincaré ? Moi, je trouve que c'est pas la créativité qui doit être au service des maths, c'est les maths qui doivent être au service de la créativité. Et la créativité, ça peut être de résoudre un problème de maths, mais ça peut être aussi d'arriver à dire ce qu'on en pense, ou voilà, tout ce qu'on peut faire avec un truc de maths. Bon, je pense qu'il a fait un peu de la pub quand même. Hein. Oui, c'est une entrée intéressante. Alors après, il faut aussi faire la part des choses par rapport à ça, parce que si on crée de nouveau une ségrégation entre ceux qui trouvent ça beau et ceux que ça touche pas, on n'a pas vraiment gagné. Moi, j'avais lu un petit livre qui s'appelait La formule préférée du professeur. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bouquin. Je cherche le nom de l'auteur, mais ça me revient. Ogawa. Et dans ce livre... Vous avez dit la formule préférée du professeur. La formule préférée du professeur. Et puis dans ce petit livre, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la formule d'Euler, parce que le prof qui apprend ça à son élève, il lui fait remarquer à quel point cette formule est belle. Et c'est vrai que ça pourrait aussi
couper les ponts vis-à-vis d'une certaine catégorie de la population d'élèves qui n'accèdent pas, entre guillemets, à cette beauté. Alors, comme la beauté, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très subjectif, hein, dire qu'a priori, il y a certaines formules de maths qui sont belles, ça peut ne pas convaincre. Alors après, l'entrée par... j'aime mieux l'entrée, moi, par la créativité ou par l'esthétique, hein, des mathématiques. Par exemple, nous, on a tout un projet depuis plusieurs années qui consiste à faire construire à nos élèves des polyèdres géants dans lesquels ils peuvent entrer, qui peuvent bouger, qui peuvent tourner, et puis de leur faire de la géométrie à l'intérieur de ces volumes-là. Donc on leur fait redécouvrir en fait la géométrie dans le plan, mais dans un monde spatial qui est un peu esthétique pour eux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, un dodécaèdre, c'est très très beau. Alors là, c'est un jugement de valeur pour le coup. L'entrée par l'esthétique peut être intéressant parce qu'effectivement, a priori, l'esthétique, comme c'est l'enjeu cognitif, l'appareil cognitif qui va servir à ça, c'est la perception. Et la perception, on sait que c'est une des fonctions cognitives qui est la plus directe, avec laquelle on peut bien entendu réfléchir. Mais a priori, l'entrée par le perceptif est intéressante, notamment sur son plan motivationnel, parce que du coup, on peut capter, enrôler, comme disait Brunner, enrôler des élèves ou des enfants par un aspect esthétique des choses. Mais après, on va être obligé de dépasser cet aspect esthétique pour rentrer un peu dans la connaissance. Mais ça peut être une entrée en faisant attention quand même de dire il y a des gens qui trouvent ce truc beau puis d'autres pas, quoi. Voilà, c'est la seule limite, je trouve. Merci Thierry. Il nous reste un peu de temps pour 2 ou 3 questions. Et y en a-t-il? Question de journaliste, il faut se méfier. Non, donc d'abord une petite remarque, les programmes de terminale scientifique sont en train d'être réécrits, donc on peut espérer on ne les connaît pas encore, que les arrangements, les combinaisons vont peut-être revenir et qu'il y aura peut-être des choses qui seront reprises. Justement, ça va être, en tout cas pour les terminales scientifiques en maths et en physique, ils sont réécrits de manière un peu costaud, donc on peut espérer qu'il y a des choses qui reviennent. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur l'expérimentation sur les écrans. Je pense que les écrans peuvent servir à faire de l'expérimentation, au contraire, et qu'il faut que les logiciels soient bien faits, etc. Mais l'écran peut justement aider visuellement à manipuler. On peut faire des choses vraiment extrêmement... Je ne dis pas que c'est inutile, mais commencer par là. Un élève qui n'a pas tracé des courbes avec sa main ne voit pas du tout, enfin sur l'écran il voit des machins, des jolis machins qui bougent, mais si vous lui demandez, par exemple il pense qu'une courbe c'est fait pour relier des points. Et aucun élève qui n'a pas tracé de courbe a l'idée que ce trait, parce qu'on ne voit plus non plus la continuité, ça aussi ça a été dégagé, mais du coup ils n'ont aucune notion du fait que c'est des tas de petits points mis bout à bout qui forment ce trait. Et ça, si on n'a pas compris ça, on ne peut absolument pas raisonner sur les fonctions. Ensuite, une fois qu'on a réellement compris ça, qu'on est entré là-dedans, qu'on a fabriqué ses propres courbes et qu'on les a métabolisées, pourquoi pas jouer avec bien sûr qu'on a la possibilité du coup de construire des tas de choses qu'on ne pourrait pas faire à la main. Mais si on ne l'a pas fait à la main d'abord, c'est de la poudre aux yeux. Et sinon, j'avais une toute petite question sur les différentes parties des mathématiques. Est-ce que vous voyez des différences entre la géométrie, l'analyse, l'algèbre, sur les difficultés, sur les modes? Est-ce que vous pouvez en déduire qu'il y a des modes cognitifs différents? Je pense aussi à l'algèbre qui peut être très abstraite, hein, la cohomologie des groupes. Moi, j'ai jamais compris la cohomologie. Si vous arrivez à m'expliquer, je suis preneur. Et est-ce que vous voyez des différences cognitives? Moi, ce terme de cognitif, il ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire. Ce que je vois, c'est des personnes que je reçois et il n'y en a pas 2 qui réfléchissent de la même manière. Donc, tout le monde va devoir aborder les mêmes objets. Si je vois 3 élèves de 4e dans la même journée, ils vont tous arriver avec à peu près le même problème. Mais ce qui est intéressant, là, tout à l'heure, tu parlais de créativité, on est d'accord là-dessus. C'est comment chacun va construire son raisonnement pour arriver au truc. Alors, je ne vois pas de forme cognitive.
Chacun a son style d'approche, son style d'évocation. Il y en a un qui va trouver que X, c'est comme le petit frère Xavier qui est vraiment un emmerdeur, ou je ne sais pas quoi. C'est plus on entre dans la spécificité du sujet, et plus c'est intéressant. Ensuite, oui, il y a des styles d'erreur, des styles de blocage, des styles d'appétit. Depuis le temps que je fais ce métier, je commence un petit peu à savoir quel type de problème je peux poser pour amuser, intriguer, à qui il faut le poser, mais je ne peux pas le théoriser. Bon, on sait qu'il y a des troubles de la cognition qui ont des répercussions différentes sur les apprentissages mathématiques, et puis on sait aussi que, alors ça c'est du côté du sujet, et puis du côté de la discipline elle-même et des objets de la discipline, oui, il y a effectivement des différences entre ces différents domaines. Par exemple, on sait que le passage de l'arithmétique à l'algèbre pose un certain nombre d'obstacles qu'on connaît, qui sont épistémologiques. Le changement d'un ensemble de nombres à un autre, par exemple. Là, quand on quitte l'ensemble des entiers naturels et puis qu'on rencontre celui des rationnels, on sait que là, il y a un certain nombre d'obstacles épistémologiques qui peuvent susciter des blocages ou engendrer des décrochages dans les apprentissages des élèves. Il y a par exemple, qu'on explique assez bien, hein, des enfants qui passent 4 ou 5 ou 6 ans de leur scolarité à voir affiché en face d'eux une bande numérique sur laquelle on écrit 0, 1, 2, 3 dans des cases différentes. C'est quand même très difficile pour eux d'un seul coup de concevoir qu'il y a des nombres entre 2 et 3 ou entre 0 et 1, ou pire même qu'il y a des nombres plus petits que 0, alors que chaque fois que j'écrivais 3 moins 4, la maîtresse me barrait ça en me disant... Alors ça, par exemple, on sait que c'est des obstacles épistémologiques qui sont plutôt du côté de la connaissance, mais il y a aussi, selon les sujets, des différences notoires en fonction des troubles ou des difficultés sévères que les individus peuvent avoir. Par exemple, si on parle des dyspraxies visio-spatiales, c'est un dysfonctionnement de certaines fonctions cognitives qui privent les individus, par exemple, de pouvoir décrypter une figure géométrique, c'est-à-dire qu'ils vont la voir comme des éléments qui sont juxtaposés, mais ils n'arrivent pas à voir les relations qui sont entre ces éléments. Donc par exemple, pour des individus qui ont ce type de trouble-là, c'est surtout en géométrie qu'il va y avoir des difficultés, voire de l'absence totale de possibilité de passer à l'abstraction. Et puis pour certains autres handicaps, par exemple sur des handicaps perceptifs, hein, on l'a vu, bon, on imagine bien que ça aussi, ce type de trouble-là va avoir des conséquences très très différentes en termes de construction des connaissances mathématiques. Ça ne va pas du tout priver les gens de comprendre les maths, hein, pas du tout. Mais par contre, ça va poser un certain nombre de problèmes dans les méthodes d'enseignement et les outils surtout que les enseignants vont utiliser avec ces élèves-là. Et du coup, oui, il y a quand même des différences assez notoires en fonction des différents domaines. On peut rencontrer, on a des élèves qui arrivent au niveau du lycée, qui semblent ne pas avoir rencontré de problème ni de difficultés en mathématiques. Ils arrivent au lycée et d'un seul coup, le château de cartes s'effondre parce qu'ils ont construit un espèce d'édifice plein de trous. Et puis, ils accumulent quand même comme ça ce système de connaissances. Et puis d'un seul coup, juste une pierre, ça va faire écrouler le château de sable. Donc, on peut rencontrer ce type de difficultés assez tard dans la scolarité. Hein. Ce n'est pas forcément à 6 ans que, comme disait l'autre, que tout se joue avant un certain âge. Donc il y a vraiment des choses qui sont très différentes. L'anxiété, par exemple, les troubles qui sont associés à ça, vont avoir aussi des conséquences qui sont très particulières sur la construction des connaissances mathématiques, assez surprenantes. Hein. On ne va pas faire toute la liste. Je voudrais prendre une dernière question. Juste une chose, c'est qu'il y a effectivement des difficultés cognitives, enfin, tu as tout à fait raison, mais ensuite il y a la façon singulière dont chacun les apprivoise, dont pour certains ça va les freiner et pour d'autres ils vont justement s'en servir comme d'un moteur, l'anxiété pour certains ça va les abrutir complètement, ils vont être épuisés au moindre effort. D'autres, leur anxiété va les emmener
beaucoup plus loin que n'importe qui. Enfin, il y a un trouble, enfin, moi j'aime pas beaucoup ce terme, mais une difficulté cognitive n'est absolument, enfin, moi je trouve n'est pas prédictive de ce que ça va donner ou de ce que ça peut donner ensuite dans la rencontre. Alors voilà, je voulais mettre cette petite note d'espoir. Alors il nous reste le temps pour une question. Il y a déjà un bras qui se lève. Oui, dans votre discours, madame, j'entendais, à travers, bon, compter sur les doigts, mais aussi tracer une ligne, hein, s'engager de cette sorte-là, l'importance de l'engagement corporel. Et il se trouve que récemment, j'étais à un colloque d'architectes qui travaillait sur, avec notamment les nouveaux logiciels, la représentation d'architecture. D'ailleurs, il faisait écho aussi aux difficultés aujourd'hui, à la crise, disait-il, de la représentation en matière politique. Hein. Il faisait vraiment ce parallèle-là. Et des architectes qui étaient praticiens et qui avaient enseigné donc à des étudiants, beaucoup, sinon tous, disaient la nécessité de saisir le crayon et de travailler avec le crayon. Et ce qui n'empêche pas l'ordinateur, mais passer par le crayon. Est-ce que donc pour vous, c'est vraiment la question de l'engagement corporel que vous soulignez en évoquant cela, enfin, l'engagement corporel. Ouais. Ah oui, bah, c'est un peu le château de cartes dont tu parles, c'est-à-dire que faire des maths sans corps, ça peut tenir un certain temps, mais les maths sont vraiment construites à partir du corps. D'ailleurs, le corps est un objet mathématique. Oui, mais enfin, dans la pratique, dans ma pratique quotidienne, c'est tellement évident que c'est... ce truc de pâte à modeler, enfin, moi j'utilise énormément la pâte à modeler pour la géométrie dans l'espace, par exemple. Il y a beaucoup d'élèves qui, on leur fait ils arrivent avec des dessins de repères à trois branches. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'ai cru. Des repères à 3 branches. Alors pourquoi est-ce que ce point il a une coordonnée 2, 3, 5? Alors sur la feuille plate, il ne voit pas. Donc si on prend une boule de pâte à modeler et qu'on plante 3 crayons dedans, on voit très bien, si on met une bille à un endroit, comment cheminer de l'origine à la bille en utilisant les trois axes. Et ensuite, alors, quand ils me voient sortir la pâte à modeler, mes élèves de terminale, ils me disent « Mais vous vous rendez bien compte si j'arrive avec ma boule de pâte à modeler en classe ?» Mais en fait, une fois qu'on a pris la boule de pâte à modeler, planté les 3 crayons et vu les coordonnées d'un seul point, après c'est terminé. Ils peuvent lire tous les trucs en 2 dimensions qu'ils veulent. Enfin, l'abstraction est faite parce qu'ils ont fait le lien, comme tu disais, ils l'ont dans le corps. Et ils ont fait le lien entre ce qu'ils ont dans le corps, dans l'expérience physique, et ce qui a marqué sur leurs feuilles, les mots et les choses abstraites. Bien, on sait ce qu'il nous reste à faire, acheter un peu de pâte à modeler. Voilà. Écoutez, on peut vous applaudir. Merci Anne, merci Thierry. Pour ceux qui l'ont choisi, vous pouvez retrouver les intervenants au bar du cinéma juste en bas. Et puis on se retrouve le mois prochain avec Assassination Nation, un film que je suis sûr que vous n'avez pas vu, et sur lequel on va pouvoir parler de l'impact des sciences et des réseaux sociaux. Bien, merci à vous et bonne soirée.